En plus, je m'aperçois que les Nolan, il n'y en a pas un au même endroit. Après, j'ai dû foutre le film de guerre dans les films de guerre, donc du coup, Dunkerque qui doit être dans les parages, il est là. Inception, il va être ailleurs avec Tenet. Alors après, donc Oppenheimer, moi j'ai trouvé excellent, bien évidemment. Gros travail visuel, montage. En définitive, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même arnaque au niveau de ce qu'ils ont dit en disant ah le film est tourné en IMAX, machin et tout. En fait, vous savez que souvent dans les versions Blu-ray, DVD, ils vous proposent l'expérience au format original de chaque plan. C'est-à-dire que vous allez avoir des séquences en 16 neuvième parfois, des séquences en cinémascope avec les barres en haut et en bas, et donc ça passe son temps à jongler. En fait, il n'y a pas tant de plans que ça tourné en IMAX, ça en est quelque part un peu décevant, après coup. Je trouve l'histoire passionnante dans la deuxième partie du film. La première partie est un peu chiante, on est d'accord. Par contre, toute la dernière partie du film va à 1000 à l'heure. Robert Downey Jr. qui a eu le Golden Globe du meilleur second rôle, moi ça fait depuis que j'ai vu le film au mois de juillet que j'ai dit qu'il aurait l'Oscar du meilleur second rôle. On verra si j'ai raison, mais bon, ça commence plutôt pas mal pour lui. Cillian Murphy, bon, il a eu l'Oscar aussi, mais de là à dire que c'était mérité, je suis pas sûr. Dunkerque, pour moi, c'est un peu l'excès de Nolan tue le Nolan, dans le sens où c'est un film de guerre, mais pour une raison obscure, on va aller chercher à jouer avec la temporalité. Je crois que Nolan a un problème avec le temps. Parce que pourquoi partir sur des intrigues qui sont censées se dérouler sur un jour, sur un mois, enfin, il y a un délire comme ça que j'ai pas trop cerné, qui était selon moi pas nécessaire. Ça en demeure pas moins un très bon film, parce qu'il est très réaliste aussi, encore une fois. Je dois peut-être avouer que mon préféré serait peut-être Inception, aujourd'hui. Et en vrai, c'est des éditions qui n'existent plus, ça aussi, les fameux Ultimate Edition. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont détesté celui-là aussi. Moi j'ai été le voir au cinéma quand il est sorti, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros c'est... Warner l'a sorti l'été 2020. C'était le film qui était censé relancer les sorties au cinéma après la première vague du Covid. Le film est sorti et au cinéma et en même temps à l'époque sur HBO Max. Ça avait passablement énervé Nolan qui ne voulait pas que ses films sortent sur les plateformes. Lui il veut, comme tout bon cinématographe, et j'emploie le terme cinématographe volontairement, que les films sortent dans les salles de cinéma. C'est pour ça que ce film-là, donc, est un film Warner. Oppenheimer, qui est son dernier, est un film qui est sorti chez Universal. Alors après, je crois qu'ils ont un peu enterré l'âge de guerre avec Warner et qu'il a dit dans une interview que si Warner lui reproposait de retravailler ensemble, il n'était pas nécessairement contre. Le film est effectivement très très compliqué à aborder. En fait, moi j'utilise une métaphore pour essayer de résumer et à la fois Tenet et à la fois Inception. Moi je parle de la notion du temps à la verticale dans Inception. On va passer de couches de haut en bas. Là pour moi dans Tenet plutôt on va jouer avec l'horizontalité du temps. Puisqu'on va soit avancer, soit reculer, soit avancer, soit reculer. Moi je prends ces deux films comme étant vraiment communs, l'un avec l'autre, par rapport à la notion du temps. Et là où Inception va, comme je vous dis, passer de couches de temps réel à première couche de rêve, temps multiplié par 3, etc., 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 etc. Là où Tenet, effectivement, pour moi, est beaucoup plus simple, on va dire, dans la trame, dans une certaine horizontalité. Mais alors après, évidemment, il faut suivre, et puis surtout, à quel moment on est dans le bon sens aussi, quoi. Et quand même, visuellement, c'est très très fort, parce que du coup, ils ont quand même dû imaginer les séquences, ils ont tourné les séquences à l'envers, avec des chorégraphies où ils ont dû tourner à l'endroit, enfin c'était un casse-tête, mais c'est Nolan en même temps. Je me suis fait offrir à Noël Interstellar en 4K, j'ai pas encore le temps de le revoir en 4K, mais j'ai très envie de le revoir parce que ça doit être dingo. Le film est extraordinaire, la musique est extraordinaire. Je veux dire, la séquence où il va s'amarrer à la station, avec la musique, elle est ouf. Évidemment, la trilogie du Dark Knight. Alors après, encore une fois, il y a quelques films comme ça qui font vraiment partie des trucs où je crois que je les ai achetés à peu près sur toutes les versions. J'ai acheté les DVD, je les ai rachetés en Blu-ray, je les ai pris. Le coffret était pas cher en plus, ça revenait aussi à 15 € le Blu-ray. Donc je les ai pas encore revus en UHD, hein, le coffret vient d'arriver, donc j'ai arrêté le streaming, j'ai regardé des films. Alors, film qui m'aurait frustré. Vous allez pouvoir crier à la malhonnêteté, hein, mais en même temps, je suis un peu obligé, quoi. On peut en parler hein, de la phase du MCU. Hein. Alors que, au contraire, j'ai été beaucoup moins emmerdé par celui-là. Mais Thor 4 est vraiment un chier. Je ne l'ai pas inclus avec les autres. Il est caché un peu. C'est quand même cette bouse pour laquelle je n'ai que peu de plaisir. Donc qu'est-ce qu'ils ont été foutre avec la Chine? Encore une fois, on ne sait pas. Le projet pue du cul depuis le départ. Hein. De toute façon, à partir du moment où vous avez l'actrice principale qui ne veut pas revenir parce qu'elle sait que c'est une connerie. Le pauvre Brendan Fraser, qui je pense n'avait pas vraiment trop de choix que d'accepter le rôle parce que sinon il mangeait plus. Ah, je suis obligé de m'arrêter un peu aussi hein, sur ça.
Pirates des Caraïbes. J'ai les 5 films en Ultra HD. Alors pareil, au même titre que les Batman, que les Dark Knight. Évidemment, ce film-là est une masterclass, tout le monde le sait. Ce film suit quand même, au final, que 6 ans ou 7 ans après l'échec cuisant du fameux L'île aux pirates dont je parlais tout à l'heure quand je vous parlais de Au revoir à jamais avec Gina Davis. C'était couillu de la part de Disney de tenter une adaptation de son attraction sur l'univers de la piraterie en sachant que Hollywood ne voulait plus de films de pirates. Gros succès évidemment que l'on connaît. J'ai beaucoup de plaisir à regarder la trilogie originale. Le réalisateur Gore Verbinski a réalisé les 3 films. Alors on sait qu'évidemment celui-ci a été fait, donc tourné en 2002 pour une sortie en 2003. Ces deux-là ont été tournés en 2004-2005 pour une sortie en 2006-2007. Ils ont été tournés les deux en même temps. Et j'ai beaucoup de plaisir à revoir aussi ces deux-là parce que quand même, mine de rien, les effets numériques sur ce film, pour Davy Jones, pour le Kraken, c'est juste dingue. J'ai pas d'autre chose à dire. Je dois avouer avoir quand même assez apprécié le Pirate 4. On lui a un peu craché dessus, d'ailleurs Rob Marshall, celui qui a fait Mémoire d'une Geisha, a fait ce film-là. J'aime beaucoup celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement, il avait tendance à reprendre un peu les codes et de revenir un peu aux bases du premier film où finalement les effets numériques n'étaient pas si nombreux. Dans Pirates des Caraïbes 4, il n'y a pas beaucoup d'effets numériques. Alors il y en a un peu pour les zombies, tout ça, ou pour la facilité avec les bateaux. Certains diront ouais mais du coup ça en fait un film un peu pauvre. Pas tant que ça, je le trouvais très très bien ce film. J'aime beaucoup Ian McShane qui faisait Barbe Noire. Ian McShane, vous l'avez aussi vu dans les films John Wick d'ailleurs. Penelope Cruz, le duo fonctionnait très très bien avec Johnny Depp. Et alors après, évidemment, là où ils ont été beaucoup trop loin, c'est dans le dernier Pirates des Caraïbes. Qui, même moi qui suis un énorme fan de la saga, qui comme je vous dis, ai adoré, on va dire, vraiment les 4 premiers films, celui-ci, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, tout est compliqué dans ce film. Déjà d'une visuellement, c'est compliqué, beaucoup trop d'effets numériques pour rien. À vouloir raconter des événements du passé, on en oublie les films qui ont existé par la suite, donc il y a des trahisons scénaristiques qui ne fonctionnent pas. Johnny Depp était pas au meilleur de sa forme non plus. Clairement, l'avenir nous a appris que c'était le moment où ça a commencé à merdoyer avec Amber Heard. On a passé 4 films à rendre hommage à un personnage, tout ça pour le ridiculiser dans celui-ci, littéralement. Il n'y a que en Inde, quand vous proposez des films de 4 heures, voilà un film de 4 heures, qui est sorti en salle. Qui a même eu droit à un titre français. Les films Bollywood, encore une fois, je sais que c'est quelque chose qui est un peu problématique, parce que on a le cliché en tête du film Bollywood qui est surjoué. C'est vrai, mais c'est dans leur culture de surjouer les choses. Tous les films indiens que j'ai entrent dans une époque uniquement, on va dire, de 98 à 2010. Pour moi, c'est un peu l'âge d'or du cinéma indien, dans le sens où ça s'est un petit peu modernisé pour être un peu dans son temps, parce que vraiment les vieux films indiens, c'est chaud. Le Autant en emporte le vent du cinéma indien, Mother India. Celui-ci, c'est vraiment pour les Indiens, c'est un peu comme pour nous. Alors, j'ai pas l'exemple en France, mais vraiment, vous prenez vraiment un peu Autant en emporte le vent aux USA, aux États-Unis, si vous voulez, c'est vraiment le film qui a fait que le cinéma indien a existé derrière. Je dois vous avouer qu'il est très très pénible à regarder celui-ci parce que. Et après, il y en a un autre des années 70 aussi que j'ai, qui est celui-ci, qui s'appelle Sholay, qui est un peu plus comédie. C'est un peu un film d'action, comédie, voilà, mais complètement dingo. Avec Amitabh Bachchan, tiens d'ailleurs, qui est toujours de ce monde, cet acteur-là. Alors pour la petite anecdote, Amitabh Bachchan présente Qui veut gagner des millions en Inde. Voilà. Si vous voulez vraiment quand même prendre 2-3 films qui sont sympas à voir, je pense, celui-ci qui pour le coup n'a rien de... est vraiment un film très traditionnel, historique, accessible selon moi, avec Aishwarya Rai et l'acteur qui s'appelle Hrithik Roshan, que j'aime beaucoup. C'est un très très bon film. Celui-ci, vous pouvez y aller, il sera pas trop réverbatif. Mais après, ils avaient sorti aussi 2 films avec... alors cet acteur-là est probablement un des acteurs les plus connus du cinéma indien, c'est Shah Rukh Khan. Ils ont renommé Voltage, le film s'appelait autrement, s'appelait Erawan. Alors évidemment, à l'époque, je savais que le film existait. Mais ils ont décidé de le rebaptiser en Voltage. Ça n'a aucun sens, hein. À aucun moment le personnage s'appelle Voltage, mais bon. Et ils le comparent quand même aux trilogies X-Men et Matrix, hein. Ils y vont sur la com, les mecs, c'est des ouf. Cinéma asiatique doit être tout en bas. En film asiatique, en réalité, j'en ai que 4. Alors, il y a le classique, mais est-ce que c'est vraiment un film asiatique? En définitive, je me pose la question. Alors oui, c'est un film chinois, mais c'est évidemment Tigre et Dragon. En fait, moi, c'est ceux-là que j'aime beaucoup dans les films asiatiques, c'est ça. C'est plus l'art martial en général, et c'est surtout, ils sont hyper aériens.
ces films-là. Je trouve que Shang-Chi de Marvel rend vachement hommage à ce genre de film-là. Vous avez Hero, je pense que vous pouvez tous les connaître quand même. Vous avez La Cité Interdite, qui était pas terrible, à vrai dire. Et moi, j'ai un petit faible pour celui-ci, qui s'appelait Le Secret des Poignards Volants. Le personnage joué par Zhang Ziyi dans ce film est aveugle, ce qui rend encore, on va dire, les prouesses intéressantes. J'aime beaucoup ce film, vraiment. Et donc Zhang Ziyi, on l'avait vu, vous l'avez peut-être connu, voilà, c'est là où j'ai été coupé avant, mais dans Mémoire d'une geisha, évidemment, qui est un des films que j'aime beaucoup. Je trouve ce film, la direction artistique, musicale de ce film sont juste ouf. Alors après, le film a ses défauts, qui avait fait beaucoup polémique à l'époque, parce que, donc évidemment, geisha, qui dit geisha dit Japon, vous vous en doutez, et ils ont pris 3 comédiennes chinoises de Hong Kong pour jouer dans le film, ce qui a évidemment un peu saoulé les puristes aussi. C'est adapté d'un roman d'ailleurs. Voilà, donc il y a le livre Geisha, qui est de Arthur Golden, donc d'où est tiré le film Mémoire d'une geisha.